Bonjour à tous, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai la chance d'interviewer deux jeunes entrepreneurs, Vanora Immobilier. Je vais vous laisser vous présenter du coup. Salut, moi c'est Lucas. Moi, c'est Alex et on a fait ensemble Vanora Immobilier. C'est ça. Et du coup c'est quoi Vanora Immobilier du coup? Vanora Immobilier, c'est une agence de gestion locative. On fait exactement ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. En gros, on propose une gestion à 0% pour les propriétaires, un peu partout en France. Mais comment vous êtes venu du coup à développer cette idée? Du coup, de base, nous on était plus sur de la conciergerie immobilière, ce qui est un peu différent. Et en fait, on avait l'idée de plus s'engager en fait sur les biens et avoir une gestion beaucoup plus poussée. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur la sous-location professionnelle. Voilà, donc là, on va s'engager sur un bail sur plusieurs mois, voire années. Et en fait, on va sous-louer le bien légalement avec contrat, garantie, etc. Et en fait, là-dessus, on va dégager une marge sur de la location courte durée. Ok, mais du coup vraiment comment vous êtes venu à cette idée-là? Quel a été le déclic pour venir à ce résultat-là? Tout a commencé par une conversation avec Lucas qui est venu me voir et qui m'a proposé cette idée-là. Honnêtement, on n'a pas inventé l'eau chaude. Lucas avait vu des personnes qui géraient des conciergeries Airbnb, il m'a proposé de lancer le coche en fait tout simplement en prévision des Jeux Olympiques. Ça s'est très bien passé. On a géré du coup pendant les Jeux Olympiques une dizaine d'appartements environ. On a également vendu des services de conciergerie plus classiques. En gros, on gérait des taxis, on a fait des demandes en mariage. Ah ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, on a même livré des climatiseurs au village olympique Ah mais c'est pour incroyable. l'équipe de Jamaïque. Ouais. Mais comment on en vient à vivre ce genre d'expérience? Honnêtement, moi je crois au fait qu'il y a une part de chance évidemment qui joue. Ouais. Mais la chance ça se crée. Notamment tu vois tout le truc des climatiseurs, des demandes en mariage, etc. Ça vient Mhm. principalement d'un client. C'est un mec avec Lucas, à l'époque il bossait en restauration dans un bar à Paris Ah qui ouais. s'appelle la Boutique des Vins. Et en gros il y a son patron qui l'a appelé, qui savait qu'on voulait faire ça, et il lui a dit ouais écoute il y a un Hollandais au bar, il arrête pas de parler des Jeux Olympiques, je crois qu'il bosse pour les Jeux Olympiques. Lucas, du coup, il m'appelle instant et en une demi-heure, on est arrivé du coup au restaurant où il bossait et on est parti voir le mec au culot en lui donnant une carte, tu vois, et expliquer ce qu'on faisait. Le mec, Mhm. 3 mois après, un mardi matin random, il m'a appelé, il m'a dit ouais, je dois faire une demande en mariage, vous pouvez vous en occuper. Et puis, tu sais, il y a eu un deal, deux deals, trois deals. Et dis-toi, même en février, on va avec lui pour les Jeux Olympiques de Milan. Ouais, et on continue Incroyable. à Oh, bosser c'est pour lui. trop Donc bien. rien à voir avec Vanora Immobilier, mais on fait ça, tu vois, à côté pour Ah, lui, c'est on trop lui, bien. on l'aide là-dessus, genre. Du coup, justement, tout à l'heure, tu parlais de chance que vous avez provoquée. Vous avez fait 30 appartements en un an. Comment c'est possible? Bah ça en vrai c'est du taf constamment. Quelque chose qui en fait je pense qu'il est important de comprendre, c'est pas 30 appartements un petit peu toute l'année. Mhm. C'est qu'en fait tu as vraiment des phases, donc ça veut dire tu vois, tu as des mois en fait tu vas bosser pas dans le vide mais sans vraiment voir des résultats concrets. Et il y a des phases où tu vois, il y a eu des semaines où on a pris genre, je crois il y a une semaine on a pris genre 11 appartements. Ouais. Où en fait là tu te dis ah, waouh le business vraiment il change de jour en jour. Voilà donc en fait c'est ce qui est important de comprendre c'est vraiment du travail constant et t'as pas tous les jours des résultats. Ok. Ce qui est important, c'est vraiment de garder justement la tête froide, surtout dans les moments un peu stress ou quoi, parce que tu dis, ok, peut-être le résultat, il arrive pas maintenant, Mhm. mais ça se trouve, dans 10 jours, tu vois, il va se passer une dinguerie, genre. Quel a été le levier? Le levier, comme tu dis, c'est un peu mal dit, mais je pense que c'est un peu le harcèlement et toujours provoquer la chance. En vrai, on a envoyé un nombre de messages à des propriétaires ahurissants. On les lâche pas. On a mis en place, tu vois, une base Notion, un petit CRM avec des relances automatiques. Ok. On va les voir sur place, on les tchatche. En vrai, on fait tout, tu vois, pour les convaincre que notre solution est bonne et aussi parce qu'en vrai, notre solution est géniale, tu vois. Genre, en fait, nous, ce qui nous rend complètement malade, c'est qu'il y a des propriétaires, tu vois, ils continuent de payer un mois de loyer hors charge, plus 5% de frais de gestion. Ouais. On fait la même chose gratuitement. Enfin, tu vois, c'est quand même des trucs et on essaye de leur faire comprendre petit à petit. Mais le problème, c'est que le concept est pas nouveau, mais il est pas démocratisé. Tu vois, c'est pas un Mhm. réflexe pour tout le monde de proposer son bien à des agences comme la nôtre. Mhm. Mais enfin, c'est vraiment un pari gagnant pour le propriétaire, quoi. Refuser des propriétaires. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a des propriétaires qu'on a refusés, il y a des appartements qu'on a lâchés. Nous, il y a deux conditions principales pour louer un appartement, enfin trois même. La première, bon, c'est déjà que la ville autorise la location courte durée, ce qui n'est pas le cas Ok. de toutes. La deuxième, ça va être le fait que l'appart soit bien situé dans le centre-ville. Dès que c'est un peu excentré, on a tendance à les refuser. Le troisième point, c'est le standing de l'appartement. L'appartement, il doit être dans un état correct général pour pouvoir faire du Airbnb. Nous, ça peut nous arriver, tu vois, de l'ameubler, de faire des petits trucs pour le rendre un peu plus correct et plus acceptable pour Mhm. des clients. Mhm. Mais voilà, un appartement qui est pas décoré, qui a rien, qui est sale, qui est vieillot, on va pas le prendre, on va le refuser. Donc en fait, on est arrivé sur le logement, c'était ouais, dimanche dernier. On a fait quand même 2 heures et demie de route. Ouais. On se dit, bon, quand même. Et en fait, on est arrivé et il y avait un locataire dedans depuis plus de 2 ans. Et c'était la surprise aussi pour le propriétaire qui arrivait en même temps que nous. Ah Et, ouais, là on est vraiment sur M6 enquête d'action. ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc là-dessus, en fait, il y a deux trucs, il y avait même deux, trois trucs un peu touchy parce qu'en fait, on arrive après la route, on est un peu fatigué, Ouais. on voit l'appartement, on est un peu deg, et en vrai, on commence à imaginer en fait tous les problèmes potentiels déjà sur le logement. Tu vois, tu fais la visite Ok. et t'es en mode ah ouais, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Donc première phase, t'as un peu tendance à te dire bon, c'est rattrapable. Et Mhm. en fait, au bout de 10-15 minutes, tu te rends compte que vraiment ça va être chaud. Et là, ce qui est difficile, c'est de dire au propriétaire, un, je te le signe pas.
pour ces raisons-là, et 2, vraiment de le dire sur le fait accompli, tu vois. Donc ça peut être un peu difficile, mais c'est vraiment des décisions qui, en fait, qui vraiment vont être utiles pour ta boîte sur les 2-3 prochaines semaines. Et tu vois, nous, on s'engage quand même sur plusieurs mois, donc on peut pas prendre des décisions sans en être sûr. Et comment ça se passe du coup? Là, si là, je suis le propriétaire en question, qu'est-ce que vous me dites du coup? Bah, en fait, pour moi, il faut rester factuel, faut pas trop partir dans les sentiments. Il faut lui dire, voilà, factuellement, ton appart est sale, là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Nous, en fait, avant, il y a un vrai travail aussi de préparation où on explique aux propriétaires, nous, on a besoin de ça, on a besoin que l'appart soit clean, Mhm. etc. Si déjà, tu vois, il y a déjà de la peinture à refaire, des meubles à changer, etc., on veut bien t'aider, mais là, il y avait beaucoup trop de travail pour nous et ça valait pas la peine. Et du coup, dans la tête, excuse-moi, vas-y, continue. Parce que, à savoir, pour compléter aussi ce qu'il dit, c'est que nous, on peut proposer aux propriétaires, tu vois, des solutions un peu de rénovation, Ok, où l'appartement, mais il faut nous le dire en avance, tu vois. ok. Et donc, si l'appartement ne répond pas à nos standings, nous, on peut s'occuper, tu vois, de le repeindre, de le retravailler, de racheter des meubles, etc. On lui envoie les factures par derrière. Et donc, lui, ça lui permet, d'avoir un appartement, tu vois, il investit un tout petit peu parce qu'on fait tout à moindre frais. Lui, ça lui permet d'investir un petit peu, d'avoir un appartement qualitatif. Et nous, derrière, on s'engage à le louer pendant X années, tu vois. C'est un deal gagnant pour tout le monde, Ok, quoi. ok. Mais par exemple, à ce moment-là, dans la tête de ce propriétaire-là, qu'est-ce qui se dit concrètement? Du coup, il a un partenariat, il a Alors, perdu, qu'est-ce qu'il perd? c'est une très bonne question. Alors là, en l'occurrence, on a eu de la chance qu'on était avec quelqu'un de très compréhensif, alors qu'il a d'autres appartements sur la zone qu'on va récupérer par la suite. Lui aussi ne le savait pas, comme Lucas l'a dit plus tôt, l'appartement, ça faisait 2 ans et demi qu'il était loué. Il savait pas dans quel état il était. Il est arrivé, il était autant dégoûté que nous, quoi, parce que lui, il s'attendait à pouvoir toucher un loyer directement, etc. Tu vois, à pouvoir commencer à bosser. Mais voilà, il a été compréhensif. Enfin, il a bien vu que l'appartement, il répond pas à des standings Airbnb. Il n'était pas louable, quoi, l'appartement. En fait, là, on expliquait justement, on parlait de standing, on parlait d'entretien surtout. Mhm. Faut savoir que pour nous, l'entretien est essentiel, puisqu'en fait, nous, quand on va louer l'appartement, mieux il est entretenu, plus on va pouvoir le louer cher. Ok, Donc en fait, c'est aussi tout dans notre intérêt que le logement reste en fait en très bon état. ok. Et ça, par exemple, tu vois, ce genre de surprise, nous, c'est pas possible pour un propriétaire quand il récupère son bien, si jamais il le récupère. En vrai, faut qu'il soit nickel l'appartement. Mhm. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous différencie par rapport à des locataires classiques. Ça va Mhm. être vraiment l'entretien. On a l'équipe de ménage qui va passer entre chaque location, s'assurer que tout est OK. Il y a vraiment un compte rendu général qui est fait. Et si jamais, tu vois, il y a de la maintenance à faire, nous, évidemment, on s'en occupe. S'il y a des choses cassées ou abîmées via notre location, c'est à nous, en fait, de se responsabiliser et de gérer toutes ces tracas, en fait. Ok, donc les garanties que vous parlez au début de l'interview, du coup. Exactement. Parce que, à savoir, les 5 étoiles sur Airbnb, c'est absolument essentiel. Ouais. Si un appartement il n'a pas 5 étoiles en permanence, on s'entend, il y a toujours des marges d'erreur qui arrivent. Mhm. Mais si un appartement n'a pas 5 étoiles en permanence, on n'est pas mis en avant, donc on loue moins cher, etc. Genre, faut bien comprendre que pour le propriétaire, c'est un cercle vertueux. On a des 5 étoiles, on peut louer plus cher, l'appartement est bien entretenu, le loyer est stable, il n'y a pas de problème. C'est quoi les pires galères que vous avez pu avoir? Il y en a eu beaucoup. En vrai, le truc de tu reviens, t'as un appartement saccagé, ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. Faut pas avoir peur. En fait, le plus important dans ce genre de situation, c'est vraiment tout de suite, tu vois, efficacité, qu'est-ce qui se passe. Ok, Parce que parfois, en fait, tu vois, nous, c'est les check-in, check-out, c'est 11h, 16h. Donc, en fait, il se peut que tu arrives dans un logement à 11h pour voir, pour constater, en fait, le bien et faire le ménage. Et tu te rends compte qu'il est, genre, vraiment foutu, genre. ok. Là, là-dessus, ce qu'il faut, c'est efficacité, penser vite. Voilà. On a déjà eu ouais, des portes avec des trous dedans. On a déjà eu les clés perdues. À savoir là-dessus, c'est que bon bah certes ça arrive, mais ça représente mais même pas 1% de nos locations. C'est-à-dire Ok. que nous je sais même pas combien de locations on est, mais honnêtement on en a fait une tonne cette année. On en a eu 3. Genre de soirées un peu problématiques. Voilà, grosse soirée. À savoir, ce qu'on entend par grosse soirée, c'est que les vidéos qui tournent sur TikTok qu'on peut voir où vraiment l'appartement est saccagé, en vrai ça n'arrive pas. Enfin, genre ils ont vraiment pas eu de chance. Nous, tu vois, on a eu des soirées, puis bon bah t'arrives effectivement, bah la douche elle est bouchée, t'as un meuble cassé, c'est sale, Mhm. voilà. Mhm. Nous, du coup, on intervient directement. Il y a le service de ménage qui arrive, qui fait l'état des lieux, Mhm. qui rend tout impeccable. On rachète les meubles, etc. Le propriétaire, en fait, n'est même pas vraiment prévenu de ce qui s'est passé. Donc, on clean up tout, Comme il s'en neuf. rendra même pas compte, comme neuf, parfois même avec des meilleurs équipements. À savoir là-dessus, il y a 3 cas qui peuvent se produire. Petit 1, c'est sur Booking. On prend une caution de 300 euros sur chaque location. Donc, on récupère la caution. Plus, si La jamais. caution, ça fait plaisir ou pas la caution? Ouais, elle fait plaisir, j'avoue. Mais plus, si le montant des dégradations est supérieur à la caution, Ok. on a une assurance, nous, sur la boîte, Mhm. qui rembourse du coup la différence. Ok. Deuxième possibilité, si jamais ça arrive sur Airbnb, on fait jouer directement l'assurance Airbnb et c'est Airbnb qui va s'occuper de nous rembourser en moins de 48 heures. Et sinon, la dernière possibilité, c'est en fait on demande aux voyageurs, mais honnêtement, généralement ils disent non. Donc de toute façon, c'est Ok. l'assurance qui joue. Non, 4. C'est une question qui revient souvent. Il faut savoir qu'on est meilleurs potes d'enfance. Genre, on s'est rencontrés, on avait quoi 3 ans, 3-4 ans en Ouais, maternelle. donc en vrai, c'est pas. Bah mec, c'est juste hyper naturel, genre on n'a jamais d'embrouille. Il y a eu quelques moments, tu vois, où je pense notamment quand on faisait ces trips à Angers-Le Mans, on restait, tu vois, 1 ou 2 semaines ensemble, où bon, à la fin, on s'énerve un petit peu, mais tu vois, ça reste marrant, tu vois. En fait, on le tourne sous blague, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, la chance qu'on a aussi, c'est qu'on se connaît tellement bien qu'on connaît les limites de l'autre. Ouais. Ça veut dire, tu vois, moi, je vais pas m'aventurer sur un sujet, tu vois, qui me dérange ou autre. En fait, c'est que vraiment, on connaît nos limites.
Et je pense beaucoup de respect mutuel. Ouais. En vrai, ça c'est hyper important, tu vois. En vrai, c'est comme une relation de couple. Hein. On est un Pour, couple de pour les, personnes. pour les petites Ça soirées s'entretient, arrivées, on doit faire des. Non, mais c'est une vraie relation, tu vois. Et en fait, ça s'entretient, il faut du respect, il faut connaître les limites de l'autre. Et voilà, en fait, la question qui revient beaucoup aussi, c'est surtout la répartition du travail. Mhm. Parce que tu vois, tu te dis on peut s'empiéter, etc. Mais pareil, on se connaît, on sait où sont les forces de l'autre, les faiblesses de l'autre. Donc tout de suite, en fait, on va savoir quelle tâche l'un va faire ou l'autre. Donc ça, Et c'est-à-dire que nous, dis-toi, dans l'organisation, en fait, sur Notion, on a un truc Things to Do, tu vois, avec des cases. Et, en gros, dès qu'il y a un truc à faire, on le met dedans et on s'en occupe. On ne se dit jamais, je fais ci ou je fais ça. Ça se fait en vrai. C'est une erreur, hein, je le sais, mais ça se passe bien comme ça, donc je vois pas pourquoi le changer. Mais en fait, on se répartit les tâches naturellement et on Ok. sait qui fait quoi à chaque fois. En fait, sur quoi vous touchez de l'argent? Comment on fait pour être rentable? Est-ce qu'aujourd'hui, Vanora est rentable du coup? Alors Vanora est rentable, c'est ça qui est top. On a mis pas mal de temps honnêtement parce qu'on a fait des erreurs au début, parce qu'on prenait un peu des apparts dans tous les sens et on a pris des apparts pas rentables. Faut bien comprendre qu'en sous-location, il y a des apparts rentables et d'autres qui ne le sont pas. Ok. Ça revient aux raisons que je t'expliquais au début, standing, centre-ville, patati patata. Donc on a mis plusieurs mois. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la haute saison. Il faut savoir qu'à partir de mars, avril, en gros, ça s'active. Les locations, ça monte en flèche. On voit une augmentation de facile 30% des prix location. Et donc Vanora est bien rentable depuis, je dirais, environ mai-juin à peu près. On gagne vraiment de l'argent. On se rémunère d'ailleurs depuis septembre. On se verse un salaire avec toutes les cotisations sociales qui vont avec, c'est un plaisir. Et donc ouais, on en vit. On n'en vit pas sous Porsche et grosse Lamborghini, mais on en vit bien et ça se passe bien. Je pense que le secret, ouais, c'est vraiment qu'on arrive à un certain nombre d'appartements pour faire de la quantité, bien automatiser, bien gérer tout. Il y a une prochaine solution qu'on amène pour 2026 qui, je pense, va nous aider, va intéresser nos propriétaires. On en parlera après. Ok. Dans les débuts, quel a été cet apport financier en fait pour lancer l'entreprise et même pour vous lancer? Est-ce que sur la période de quand vous l'avez lancé à mai, ça se passait comment? Donc ça, c'est une bonne question. En fait, on a eu la chance d'investir peu au début. Puis surtout, comme on te disait, en fait, nous, on a commencé pendant les JO. Pendant les JO, c'était vraiment de la conciergerie Airbnb plus classique comme on connaît et les services de conciergerie privés dont on parlait. En fait, pendant les JO, on a réussi à se créer une trésorerie. Mhm. Et donc, en fait, bon, pour parler cash, en fait, on a réussi à avoir une enveloppe de 10 000 euros qu'on a gardé sur le compte en banque, qu'on a pu réinvestir par la suite. Ok. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis non seulement de se lancer, mais surtout de faire des erreurs. Sur ces 10 000 euros, je pense qu'il y a vraiment la moitié qui sont partis en choses qui voilà, qui ont été cramées bêtement. On ne parle pas de restaurant, on parle vraiment de choses qu'on pensait utiles et qui, en fait, étaient des erreurs. C'est pas grave, en fait, c'est ce qui nous a permis, en fait, d'avoir un vrai tremplin. Mais voilà, c'est cette enveloppe de départ qu'on a réussi à générer via les JO qui nous ont permis de vraiment se lancer avec un petit matelas. Qu'est-ce que ça peut être comme erreur? Par exemple, je pense à un site internet où on s'est fait complètement avoir, tu vois, on avait payé, je crois, 1000 ou 1100 euros, tu vois, pour un site, parce qu'à l'époque, on se disait, voilà, on a cet argent-là, il faut faire quelque chose de pro, etc. Mhm. Le mec était un charlatan, voilà, on s'est fait Comme allumer, beaucoup c'est d'entre pas eux qui font grave. des sites Et internet. surtout, petit conseil pour tout entrepreneur qui débute, un site Wix, tu prends 10 heures de formation, tu le fais tout seul, ça suffit largement. Ok. Même là encore, on a un site Wix que j'ai fait moi-même, donc je dis pas qu'il a tout révolutionné, le site est pas dingue, mais il fait le taf, quoi. Il faut un site vitrine qui montre ce qu'on fait, et voilà. Moi, je pense aussi on a fait pas mal d'erreurs justement en voulant économiser de l'argent. Par exemple, en achetant du linge pas de qualité, en essayant de trouver les prestataires de ménage les moins chers possibles, en se disant voilà, on va rogner nos marges là-dessus. En fait, pas du tout. Maintenant, on le sait, un service de ménage, voilà, bon, bah, s'il coûte cher, c'est qu'il est bien. Et généralement, c'est le cas. On les paye très cher, mais au moins, on n'entend pas parler et tout se passe bien. Pareil, le linge, tu vois, on en rachète évidemment de temps en temps parce qu'ils sont très usés, parce qu'ils tournent beaucoup. Mais voilà, faut en acheter des bons dès le début et au moins, on n'entend pas de parler, quoi. Et justement, en termes d'argent, quand on a une entreprise qui devient rentable, est-ce que justement de voir ces sommes-là, on peut changer, on peut dériver? Je pense qu'on n'en est pas là non plus, tu Ouais, vois. clairement. On a un peu de sous. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le travail qu'on fait génère de l'argent. Mhm. Donc ça, déjà, tu vois, pour nous, c'est génial. Ensuite, je pense que c'est plutôt la valeur de l'argent qui change. Tu vois, demain, je vais recevoir un virement de 1000 euros, tu vois. Bah, ça va pas me paraître énorme. Alors qu'en vrai, de 1000 euros en fait en cash perso, c'est vrai que ça peut paraître plus important. Donc il y a vraiment cette valeur de l'argent qui va changer, ou vraiment quand tu le vois d'un point de vue entreprise, il y a une vraie différence. Maintenant, nous, je considère pas qu'on est venu vénal ou quoi que ce soit, tu vois. Pour l'instant, je pense que l'argent qu'on touche ne nous permet pas non plus que ça nous monte au cerveau, quoi. Pour parler chiffres, comme tu dis, en vrai, on fait un gros chiffre d'affaires, mais le bénéfice n'est pas non plus déconnant, tu vois. Mm. Enfin, on se paye chacun 1200 balles par mois, tu vois. On roule clairement pas sur l'or. Mhm. Faut bien différencier le chiffre d'affaires et le résultat que va faire ton entreprise. Le résultat est très compliqué à calculer parce qu'il y a beaucoup de charges, ça part un peu dans tous les sens, il y a des trucs que tu payes plus tard, avant. Le chiffre d'affaires donne une idée, mais ça veut tout et rien dire. Est-ce que justement on peut avoir cette idée un peu du chiffre d'affaires pour qu'on ait vraiment cette différence Mhm. entre le chiffre d'affaires perçu de Vanora et aujourd'hui les 1200 euros que vous versez? Bah, en gros, Vanora, actuellement, le mois dernier, a fait environ 30 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui paraît énorme, Mhm. mais foncièrement, on marge à environ 20%. En plus, on a fait un mauvais mois parce qu'on a investi sur pas mal d'appartements, etc. En l'occurrence, tu vois, sur le mois de novembre, franchement, il devait rester 1500 euros de bénéfices, tu vois, un truc comme ça. Juste, c'est que ça dépend des mois, tu vois. Et pareil, comme je te dis, il y a la haute saison qui arrive.
Je pense qu'en mai, notre salaire, on va pouvoir les augmenter parce que juste, on aura 30% de chiffre d'affaires en plus avec les mêmes charges, on va gagner plus d'argent. Il faut savoir aussi que sur ce résultat, qui va être le bénéfice pur et dur, c'est pas tout ce qu'on se verse. Il y a aussi des trucs que tu réinvestis, etc. Donc en fait, tu vas garder une petite enveloppe pour, je sais pas, racheter de la déco. Ça peut être plein de trucs en fait. Pareil, des trucs tests. Tu vois, parfois tu investis dans le vide sans savoir ce que ça peut être. Ça peut être, tu vois, des outils de gestion. Ça peut être, comme je te disais, des petits travaux pour améliorer tes apparts. Voilà. Donc tout ça aussi, c'est un peu une enveloppe investissement test. Tu ne connais pas ton retour sur investissement, donc c'est important de le faire parce que bah, sans rien, t'as rien. Ok. Mais voilà, tout ce bénéfice-là, en fait, pareil, tu vois, ce qui est important, c'est pas seulement de se le garder pour toi, parce que sinon, au bout d'un moment, t'auras une limite et t'évolueras pas. Quand tu poses la question, parce que c'est un peu une des problématiques du moment. Donc nous, on gère tout via Notion, Excel et le compte en banque. On a également le comptable qui nous accompagne. Mais donc il y a un gros Excel en fait qui répertorie en gros le chiffre d'affaires de chaque appartement, nos dépenses, nos trucs, etc. Donc ça, on se le génère grosso modo une fois toutes les 2 semaines. Ça nous donne un peu une idée de combien on a fait et quel appart a généré. Tu as un logiciel dans ton cercle qui s'appelle Superhot qui nous permet en gros de gérer un peu toutes les transactions. Pareil, ça nous donne une idée du chiffre d'affaires global, mais les chiffres sont pas précis donc on ne s'en sert pas vraiment, c'est vraiment pour donner une idée. Genre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, sur le Notion, pareil, on se répertorie en gros un peu toutes nos dépenses, on met les factures, les trucs, etc. Mais c'est un peu une des problématiques du moment. Le comptable va nous aider, va nous trouver une solution donc pérenne sur le temps et surtout plus précise. Ok. Mais ouais, pour l'instant, ça reste assez flou malheureusement et c'est un gros problème. Par rapport à votre Excel, là où vous classez vos appartements, vous voyez que voilà, il y a un appartement, bon bah ça fait un petit moment que il n'est pas si rentable que ça finalement. Ouais. Est-ce qu'on va appeler le propriétaire pour leur dire bon bah votre appartement est plus rentable, on arrête là ou Non, honnêtement, ça, en fait, pour l'instant, c'est déjà jamais arrivé. Parce que nous, si on s'engage sur un propriétaire, honnêtement, par notre expérience avec les logiciels dont on se sert pour calculer combien ils vont faire, en vrai, on sait qu'on fait pas d'erreur, tu vois. Ok. Par contre, ça peut arriver des appartements qui marchent un petit peu moins sur certains mois. Par exemple, je pense à un petit appartement sur Le Mans où actuellement, on se dit, ah, il est pas ouf, etc. La solution, c'est pas de contacter le propriétaire. La solution, ça va être, tu vois, de repeindre, de racheter un lit, un tapis, de le rendre plus sexy, tu vois, sur Airbnb. Ouais. Parce que l'appartement est dans le centre-ville, il n'y a pas de raison, tu vois. C'est vraiment juste, en vrai, comment dire, pas la qualité, mais c'est voilà, l'appartement qui est un peu trop classique, je pense. C'est un petit studio, voilà, banal. Il paye pas de mine. Donc non, la solution, c'est pas d'appeler propriétaire, c'est de l'aménager pour qu'il soit un peu plus sympa. Il faut savoir que les propriétaires, les seuls qu'on a annulés, c'est ceux où il y avait des gros problèmes d'entretien sur l'appartement et qu'ils refusaient de s'en occuper. Je pense notamment, tu vois, à certains appartements, en fait, il y avait des grosses fuites, des problèmes de moisissure, enfin un entretien général qui ne suffisait pas. Le propriétaire refusait de s'en occuper, donc ça a été un des rares appartements qu'on a fini par lâcher. On va rentrer un peu dans la partie vision, mindset. C'est quoi votre vision de Vanora dans 3 ans par exemple? Vous voyez ça comment? Nous, on aimerait vraiment pousser la boîte et en fait avoir vraiment un parc de logements partout en France. L'idée, c'est vraiment de se stabiliser, de continuer à croître. Durant notre croissance, du coup, ce qui Oui. va être très important, ça va être vraiment la gestion de trésorerie. Ok. Même si on n'a pas besoin d'un apport de dingue, il va falloir quand même regarder nos marges. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a surtout une petite période d'adaptation pour les appartements. Donc en fait, un appartement, il va vraiment faire du résultat au bout de 1 mois, 2 mois. Tu vois, par rapport à ce que Ok. tu as investi pour Ouais. l'appartement, Ok. etc. Ça, ouais, Ça peut être faut plus, la prendre ça en peut être charge. moins. Voilà, c'est ça. Ok. À savoir, nous, on peut quand même se permettre, tu vois, d'avoir une grosse croissance, mais la vision vraiment, c'est de grandir et pourquoi pas après par la suite évoluer à l'international, donc plutôt sur d'autres pays, tu vois, à côté, par exemple, penser au Maroc, à l'Espagne, voilà, il y a des choses intéressantes autour de nous. Du coup, dans l'année à suivre, du coup 2026, quels sont vos objectifs? Bah, il y a 2 gros objectifs. Donc tout d'abord, ça va être de passer le cap des 100 000 euros par mois en termes de chiffre d'affaires. Ok. Donc pour ça, pas de secret, signer plus d'appartements, On vous plus le de souhaite. qualité, augmentation des revenus. Mhm. Le deuxième point qu'on veut vraiment surtout travailler, c'est une solution qu'on développe, qu'on va probablement appeler Vanora Invest. On veut accompagner les propriétaires dans l'investissement locatif, avec évidemment un rendement plus intéressant. Ok. Je t'explique. On veut proposer en gros propriétaires une solution d'investissement où on les accompagne de A à Z. Je m'explique. Le propriétaire vient nous contacter et nous dit qu'il a une enveloppe de 100, 200 000 euros. Nous, on va s'occuper en fait de lui trouver un appartement rentable qui répond à nos standings. Donc sur des villes à fort rendement qu'on connaît et sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc on l'accompagne pour acheter cet appartement. On va l'accompagner derrière pour faire des travaux. Travaux qui vont être faits spécifiquement pour que l'appartement soit rentable pour nous en Airbnb et prévu pour la location courte durée. Et derrière, nous, en fait, on va s'engager à lui louer l'appartement pendant plusieurs années, loyer bien supérieur au prix du marché. C'est rentable pour le propriétaire parce que du coup, ça lui permet de faire un investissement locatif avec des rentables, mais bien supérieur au prix du marché, on parle de 10 à 15% potentiellement. Et surtout, nous, ça nous arrange parce que ça nous permet de faire de la location, travailler nos appartements, avoir un plus gros parc immobilier. En vrai, les réels propriétaires, c'est vous en fait. En vrai. En vrai, non, c'est nous, juste nous qui gérons les galères. Ok, franchement, c'est top. Franchement, ouais, c'est incroyable. C'est trop top. J'espère, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite de réussir. Et pour ceux qui veulent se lancer, parce que du coup, justement, la conciergerie, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer. Ouais. Est-ce que c'est un marché où on peut possiblement encore évoluer ou c'est déjà saturé?
Je pense que déjà, en fait, il faut bien séparer conciergerie et sous-location. Je pense que Ok. la conciergerie, c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps. Ça va possiblement être plus saturé, dans le sens où tu as beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, tu as quand même des gros acteurs, en fait, de la conciergerie aussi. Alors que la sous-location, ça va être quelque chose d'un peu plus niche. Et puis surtout, en fait, tu as plus d'investissement au début, tu as plus de risques. Donc évidemment, peut-être tu auras plus de rendement, mais ça va être quelque chose encore où il n'y a pas grand monde. Voilà. Et ceux qui le font, souvent le font pas caché, mais ils en parlent pas trop en fait. Donc je pense que la sous-location, il y a encore un truc à prendre. Même la conciergerie, ce qu'il faut selon moi, c'est vraiment se différencier, le faire Ok. de la bonne manière, tu vois. Évidemment, même si tu as un marché qui est saturé, il y aura toujours de la place pour celui qui a la dalle. Genre Ok. vraiment, ça c'est important à comprendre. Et du coup, est-ce que vous allez rester justement dans cette niche-là de sous-location ou est-ce que vous allez revenir au début avec des prestations que vous pouvez proposer en termes de conciergerie? Je pense pas. Nous, on se spécialise vraiment sur de la sous-location. On fait encore un petit peu de conciergerie avec nos premiers propriétaires avec qui on a travaillé. Je pense qu'il est important aussi de pas se fermer des portes. Tu vois, c'est pas tout blanc, tout noir. Voilà, Mhm. c'est vraiment, voilà, si tu as des opportunités, va les chercher. Tu vois, on travaille encore avec un client avec qui on a bossé pendant les JO. Et comme on disait, là, on l'accompagne à Milan justement pour travailler autour des JO d'hiver en 2026. Ce qui est important, c'est voilà, de s'ouvrir des opportunités, Mhm. mais faire attention à pas se perdre. Mhm. Notre business principal, ça reste la Mhm. sous-location professionnelle. C'est là-dessus en fait qu'on se développe. Par contre, s'il y a des trucs à côté qui arrivent, voilà, faut pas fermer toutes les portes. Faut aussi Mhm. choisir tes opportunités et choisir sur quoi tu veux travailler et gérer ton temps.